Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, 30 minutes pour parler transition écologique, responsabilité sociale et environnementale des entreprises avec Émilie Kovacs. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Toujours à la tête d'Ecopo, vous nous dites un mot de ce site. Toujours à la tête d'Ecopo depuis 2016, met en avant les acteurs engagés, l'économie responsable, des solutions concrètes. C'est exactement ce qu'on fait dans cette émission. Heureusement que vous êtes là. Voici le sommaire de ce mercredi 30 septembre. Comment Kaufman & Broad construit la ville durable d'aujourd'hui et de demain. Son PDG Nordine Hachemi sera notre invité. Comment tendre vers des usages responsables sur Internet, c'est le thème de notre débat RSE du jour. On verra notamment que les applis anti-gaspi ont la cote en ce moment. Et puis Smart Ideas, une start-up en pleine lumière, ce sera Green Big et sa machine à transformer les bouteilles plastiques en paillettes recyclables. Voilà pour les titres, c'est parti pour Smart Impact. Bonjour Nordine Hachemi. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes donc le PDG de Kaufman & Broad. On va poser le décor en quelques chiffres. 1,4 milliard de chiffre d'affaires l'an dernier. Plus de 850 collaborateurs qui représentent, c'est intéressant, le premier actionnaire du groupe avec 15% du capital. Et puis on va faire un peu d'histoire. Depuis la création de Kaufman & Broad en 1968, près de 139 000 logements construits ou commercialisés. Ça fait combien de temps que vous êtes patron de Kaufman & Broad ? Alors moi, pas 50 ans encore, mais ça fait depuis 2013. Depuis ça 2013. va faire 7 ans. Ouais. Ça fait 7 ans. Les questions de RSE, rendre nos villes durables, moins gourmandes, depuis combien de temps c'est vraiment une préoccupation importante pour vous ? Alors, moi, il se trouve que mon parcours fait que ça a toujours été un sujet important. Donc, on va dire depuis, mais avant mon arrivée, c'était déjà un enjeu. D'abord imposé par les règlements et puis avec une forte accélération, on va dire, les 5 dernières années. Oui, justement, les lois, il y a notamment les normes HQE, haute qualité environnementale. Il y en a d'autres qui se sont multipliées ces dernières années ? Alors, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de labels. Il y en a des bons, des moins bons. Vous avez les labels, donc effectivement, bas carbone. Vous avez aussi des labels faits au niveau de l'entreprise. Donc, on en a un certain nombre, et puis vous en avez aussi toute une gamme liée au tertiaire qui va parler à la fois de l'aspect de consommation énergétique, de qualité d'air, de qualité environnementale des bureaux, etc. Donc il y a une multitude de labels, il faut se retrouver un peu dans tout ça. Il y en a qui sont un peu bidons. Oui, il y en a qui sont assez superficiels, on va dire, sans être bidons, mais qui ne vont pas traiter. Le vrai problème, pour avoir une vraie politique environnementale durable autour de nos projets, il faut accepter d'avoir une vision d'ensemble. Et la somme des optimisations ne fait pas nécessairement un projet optimisé. Donc c'est quoi qu'il faut ? C'est une synergie entre tous les acteurs, toutes les parties prenantes déjà ? Alors il y a ça, et puis il faut accepter de regarder le projet dans sa globalité. Alors vous avez des labels qui vont s'intéresser à la construction, des labels qui vont s'intéresser plutôt à l'usage. Or un projet de logement par exemple ou de bureau, c'est à la fois une construction avec un impact environnemental et puis il y a l'utilisation. Et parfois on va faire beaucoup d'efforts parce qu'il va y avoir un phénomène de mode très coûteux pour réduire un impact en phase de construction, alors que ça n'aura aucun impact en phase d'exploitation. Parce que le bâtiment sera énergivore, aura pas. Oui, en tout cas, on n'aura pas progressé, on n'aura pas bien investi au bon endroit. Et ça, c'est un peu une des difficultés qu'il y a aujourd'hui, c'est que selon les enjeux du moment, selon les modes du moment, on va attendre de nous de faire plutôt une démarche plutôt qu'une autre. Et aujourd'hui, ce qui sera important pour nous, c'est de pouvoir exprimer, c'est ce qu'on fait quand on est aménageur notamment, avoir une vision d'ensemble des projets. Par exemple, je donnais un exemple, la construction bois, c'est bien. Mais pour économiser à peu près 100 kilos de CO2, ça va vous coûter 150 €. Le béton bas carbone, ça va vous coûter à peu près 5 fois moins pour économiser le tiers. Donc vous pourriez vous dire à un moment donné, je vais plutôt faire du béton bas carbone, par exemple, et ce que je gagne, je vais l'utiliser pour optimiser mon exploitation. Le principal impact qu'on a tous, vous, moi, c'est les déplacements domicile-travail. Si vous prenez un logement pendant 50 ans, sa durée de vie théorique, vous allez consommer à peu près 800-900 kilos de CO2 par mètre carré. Si vous faites vos domiciles-travail pendant cette durée, vous allez faire à peu près 2 fois ça.
Donc mieux vaut économiser, par exemple, l'économie, l'investir sur l'usage, essayer de développer la voiture électrique, plutôt que directement sur la construction du logement. Et c'est ça qui est nécessaire aujourd'hui, c'est d'avoir une vision d'ensemble. Alors vous avez parlé du bois, on va prendre un exemple d'une tour qui est à Bordeaux, la tour Silva. Alors elle est en cours de construction, elle est déjà faite, on en est où de ce projet et quelles sont ses caractéristiques? Alors on va démarrer les travaux en 2021, elle est largement commercialisée. C'est une tour, il y a 2 grands projets en bois à Bordeaux, donc c'est un des 2 grands projets en bois. On est dans le nouveau quartier du musée du vin, de la cité du vin, dans la zone Euratlantique. Donc c'est une ZAC, c'était des friches. Donc en plus c'est un projet qui n'a pas d'impact en termes d'emprise au sol. Projet qui a été très bien accueilli par les investisseurs. Et donc on espère démarrer les travaux l'année prochaine. Il y a encore des sujets purement techniques d'acquisition de terrain en cours. Mais construire en bois, ça apporte quoi? Bon, on est content que ce soit ce matériau, mais c'est moins. En quoi c'est moins, je sais pas, sur les matières premières, sur l'eau, peut-être. En quoi ça change la donne? Alors, au niveau construction, c'est un piège à carbone, le bois, puisque le bois, c'est du carbone qui est stocké physiquement. Donc le CO2 qui est dans l'atmosphère va être capté par les arbres. Puis ensuite de ça, les arbres, soit ils se décomposent et ils rejettent le CO2, c'est un cycle relativement court, soit on les conserve, notamment dans de la construction, et ça vous permet de faire un réservoir à CO2. Donc c'est un mode de construction intéressant, mais comme je le disais tout à l'heure, ça doit être. Ce qui est important, c'est d'avoir une vision d'ensemble. La construction bois ne sera pas la seule solution et le seul axe à un développement de logements ou de bureaux durables à faible impact. Il ne faut pas oublier l'usage qui est fait, et l'usage, c'est y compris les trajets, les implantations, le projet dans son environnement en général. Oui, produire moins de déchets, faire attention aux ressources, il y a tout un ensemble de paramètres à prendre en compte, c'est ça, sur le terrain? Tout à fait. Alors les déchets, ça c'est un sujet intéressant, parce que ça c'est un impact extrêmement important. Par exemple, on est en train de livrer un hôtel d'à peu près 450 chambres près de l'aéroport de Roissy, où on a construit sur de l'existant, donc pas d'emprise au sol non construite, et on a récupéré le béton du bâtiment existant pour faire le nouveau bâtiment. Donc ça s'appelle le réemploi des matériaux. Et là, c'est non seulement économiquement intéressant, mais en plus, ça a un très faible impact CO2, puisque le coût de fabrication du béton, c'est ça qui consomme du CO2. Il faut monter en température, il y a des matériaux à transporter, etc. Eh bien, il est extrêmement réduit du fait qu'on fabrique avec du béton qui a déjà été Ça se fait de plus en plus, ça? Alors ça, nous, on souhaite le faire. On a un certain nombre de grands projets. On développe beaucoup de projets sur des friches. Que ce soit des friches tertiaires ou industrielles. Et là, ça a 2 vertus, 3 vertus d'ailleurs, c'est que vous dépolluez les sols en général, vous réutilisez les matériaux, et puis ensuite de ça, souvent on réduit l'artificialisation des sols à ces moments-là. Donc on voit que construire peut être un acte extrêmement positif pour l'environnement, et y compris construire en béton, puisque vous réutilisez des matériaux. Surtout qu'il y a de la marge de progression. On a trouvé ces chiffres sur votre site. Le bâtiment produit 42 millions de tonnes de déchets par an et moins de 1% sont réemployés. Donc, tout à fait. Alors, est-ce que ça s'explique aussi parce qu'il y a toute une partie de ces matériaux qui ne sont pas réemployables ou est-ce que finalement vous pourriez atteindre, j'en sais rien, des taux de 70-80% de réemploi des matériaux? Non, les matériaux sont réemployables. Le problème, c'est d'avoir une plateforme, et il y a une start-up dont on est rentré d'ailleurs dans le projet, et malheureusement je ne me rappelle pas de leur nom, ça c'est pas gentil pour eux, mais qui a lancé une plateforme d'échange, de mise en relation entre les fournisseurs de matériaux à recycler ou recycler avec les besoins. Et donc c'est surtout ça le problème, c'est que vous allez démolir à un moment donné un bâtiment, vous n'allez pas avoir besoin des matériaux immédiatement. Donc ces matériaux, ils vont où? Il faut s'assurer qu'il y ait le chantier qui en a besoin à ce moment-là, sache où se trouve et quelle catégorie de matériaux et à quelle échéance pour pouvoir l'utiliser dans son programme. Donc ça, il y a un vrai potentiel de développement en développant ce que fait cette start-up, cette mise en place de plateformes d'échange d'informations sur les matériaux.
Oui, justement, donc vous avez signé, c'est ça, le 16 septembre dernier, un engagement en faveur justement de du réemploi des matériaux qui s'appelle, ça s'appelle le booster du réemploi. Tout à fait. C'est ça? C'est le nom que je cherchais, merci. De quoi? Vous êtes nombreux à l'avoir Pardon vous êtes nombreux à l'avoir signé cet Oui, engagement il y a un nombre de promoteurs nationaux. On n'est pas les seuls, bien évidemment. Il ne faut pas qu'on soit les seuls. Il faut qu'il y ait aussi des entreprises de construction, puisque ça ne peut fonctionner que si on met cette information en commun et qu'on puisse utiliser les matériaux vraiment en fonction de leur disponibilité. Et là, il y a un très beau gisement d'économie en termes d'impact environnemental de la construction. Mais encore une fois, tous les matériaux sont réutilisables parce que moi je me dis, on détruit un bâtiment, je sais pas, le béton il est peut-être moins fiable, plus friable. Enfin, j'y connais rien, hein, donc vous allez me dire que c'est n'importe quoi peut-être, mais je me pose cette question de sécurité. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais on fait pas de la rénovation. On prend le béton, par exemple, dans cet hôtel, c'est des fondations en béton et vous allez concasser, comme vous concassez de la pierre dans une carrière. Donc vous revenez à la base du matériau et après vous refaites à partir de là le matériau que... Comme le bois aggloméré, en fait. Exactement, oui, on pourrait prendre cette image, oui, tout à fait. Les friches industrielles dont vous parliez, vous venez, je crois, de créer une structure d'aménagement spécifique, c'est ça ? Tout à fait. Pourquoi ? Parce que c'est un gisement de développement pour vous ? Alors, c'est un gisement de développement intéressant. D'abord parce qu'il y a un petit peu en ce moment une sorte de blocage de la part de certaines collectivités sur la construction de logements, avec en fait un peu une difficulté, c'est que d'un côté, vous avez des collectivités qui disent pas de densification des villes, et puis d'un autre côté, vous avez les collectivités qui disent pas d'étalement urbain. Alors quand on a dit ça, et quand on voit qu'on a eu 2 millions d'habitants, enfin qu'on a une dynamique démographique en France qui est positive, puisqu'on a eu 2 millions d'habitants supplémentaires en 10 ans, qu'est-ce qu'on fait où on loge ces nouveaux habitants. Donc il y a une sorte de compromis dans un premier temps, ça ne suffira pas. Pour conclure. Pardon, oui, c'est de développer ces friches industrielles qui n'artificialisent pas les sols et qui sont souvent abandonnées. Et qu'on peut en plus dépolluer, ce que vous nous disiez tout à l'heure. Merci beaucoup Nordine Hachemi, à bientôt sur Bismarck. Tout de suite, notre débat RSE ou comment rendre les usages plus responsables sur Internet. Comment tendre vers des usages plus responsables sur Internet? C'est le débat du jour. Pour en parler, 2 invités. Paul Tolmer, directeur produit de Men in Black. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Et Hervé Nougier, fondateur de Streamlike. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors peut-être qu'on peut commencer avec quelques chiffres pour resituer un petit peu les usages Internet plus responsables des Français, puisque l'économie circulaire a touché chaque jour 6 millions de Français qui ont surfé sur des sites et des applications éco-responsables en 2019. Thomas, c'est pas mal quand même. C'est bien. L'étude de médiamétrie, parce que c'est une étude de médiamétrie, note aussi de nouvelles pratiques, je vais y arriver, éco-responsables de la part des acheteurs en ligne, comme la location au lieu de l'achat, l'occasion plutôt que le neuf, la vérification de la composition des produits avant d'acheter. Tout ça est plutôt positif. Hervé Nougier, on est sur la bonne voie ? On est sur la bonne voie, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. La semaine dernière, il y a le collectif Green IT qui a sorti un baromètre et qui montre... Alors je me place du côté surtout des entreprises plus que des individus, que la conscience environnementale est encore assez faible. On est à peu près, je ne sais pas, sur moins de 20% des entreprises qui ont un souci d'éco-conception, par exemple, de leurs applications ou de sobriété numérique, ou des choses comme ça. Donc, il y a encore du chemin à faire. Mais parce que peut-être, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'on n'est pas conscient que les usages sur Internet sont des usages... C'est dur à dire. Hein. Les savons, c'est contagieux. Ce sont des usages, en même temps, c'est pas une phrase simple, énergivores. Il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent même pas compte. Tout à fait, et c'est très difficile à expliquer. On a l'impression, quand on regarde une vidéo sur son téléphone, c'est ce qu'on fait, donc si vous la regardez juste sur votre téléphone, vous ne voyez que l'énergie de votre téléphone. Quand vous la regardez en streaming, derrière, vous avez toute une chaîne de data centers qui fonctionnent pour vous délivrer ce flux. Et donc, ce qu'on a essayé de faire pour la première fois, c'était d'essayer de mesurer l'impact carbone, donc les émissions de gaz à effet de serre qui pouvaient être liées
au seul fait de regarder une vidéo. Et en fait, donc, personne n'en a conscience. Paul Tolmer, là on voit que les Français d'une manière générale sont de plus en plus conscients de leur impact environnemental et même social du coup de leur comportement sur Internet. Les entreprises, qu'en est-il de leur côté du coup ? Alors, pour les entreprises, en fait, je pense qu'il y a tout ce que disait Hervé qui est très intéressant, c'est-à-dire que les entreprises, je pense, sont en train de prendre de plus en plus en compte l'impact énergétique. Et c'est des problématiques dont on commence à s'emparer de façon un petit peu nouvelle. Nous, ce qu'on voit et ce qu'on constate, nous, dans mon métier, qui est plutôt sur celui de la cybersécurité, c'est peut-être que vous pouvez nous expliquer Bien sûr. ce que vous faites exactement chez Oui, Made in Black. tout à fait. Alors, Made in Black, en fait, c'est donc un leader français de la protection de messagerie, donc la cybersécurité, et protection aussi contre un peu deux types de menaces qui vont être donc les cyberattaques qui vont potentiellement faire des dégâts sur un système informatique ou sur quelqu'un, aller manipuler quelqu'un pour lui faire quelque chose, mais aussi sur une espèce de pollution ambiante, et c'est un peu de ça que je voulais parler, c'est-à-dire que parler d'usage responsable d'Internet, c'est aussi se séparer des usages abusifs, des usages nocifs. Et aujourd'hui, par exemple, quand on met en place une protection d'email, on va arrêter les 3/4 des emails. C'est-à-dire qu'il y a les 3/4 des emails reçus en extérieur par une entreprise qui sont soit inutiles, soit nocifs. Ça va être du marketing abusif, ça va être des attaques informatiques, des attaques de hameçonnage, de phishing. Et tout ça, en fait, ça coûte... et on en parlait tout à l'heure avec Hervé avant de rentrer sur le plateau. C'est-à-dire que ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie, mais ça coûte du temps. C'est un hack cérébral. C'est quelqu'un c'est la notification qu'on reçoit, et finalement les usages responsables, c'est aussi chacun savoir comment s'approprier. Il y a une vraie éducation numérique à faire pour pouvoir avoir ces usages. Alors vous protégez les entreprises d'une certaine façon, et donc ça protège aussi les entreprises de ces mails abusifs ou intrusifs. Mais est-ce qu'il faut, nous on n'est pas partisans des lois à tout prix, de l'intervention de l'État à tout prix, mais au-delà de l'aspect pédagogique, est-ce qu'il faut une loi qui soit plus restrictive pour justement limiter cette pollution numérique ? Il faudrait simplement du bon sens, en fait. On parle d'être responsable, c'est simplement d'être raisonnable. Pour donner un exemple aussi dont on parlait tout à l'heure. Elle était sympa votre conversation. On a bien discuté avant de rentrer. Franchement, heureusement que vous la partagez avec nous. Vous auriez dû filmer. Oui, c'est sûr, on va faire ça. Une nouvelle rubrique. Donc on parlait par exemple de 4K. On aurait pu parler de 5G, on aurait pu parler d'autres choses. Donc là, par exemple, aujourd'hui, vous achetez un téléviseur, il est forcément 4K, il n'y a plus le choix. Et il faut savoir que pour voir la qualité, la résolution d'une image 4K, il faut se situer au plus à 1,5 fois la hauteur de l'écran. C'est-à-dire que si vous avez un écran d'1 mètre, vous devez être à 1,50 m. Au-delà, vous ne voyez pas. Et ainsi de suite. Sur un téléphone, une image en 4K sur un téléphone, si vous tenez l'écran à 50 cm, il faut que l'écran fasse 33 cm de large. Sinon, donc, en fait l'intérêt de la 4K disparaît. Mais aujourd'hui, on n'a plus le choix. Et donc la 4K, c'est 4 fois la surface d'une image Full HD. Alors on arrive à compresser un petit peu. En débit, c'est 2,3 fois le débit. Donc aujourd'hui, quand on encourage tout le monde à passer à la 4K, c'est très bien si vous avez le nez collé à l'écran. Si vous êtes à une distance normale, ça ne sert plus à rien. Mais par contre, on a émis beaucoup plus de données. Et aujourd'hui, donc, je disais aussi tout à l'heure, dans un titre de presse professionnelle américain qui s'appelle Streaming Media, on est en train de dire que la 8K, c'est acquis. Maintenant, on réfléchit à la 12K et à la 16K. Donc, une espèce de fuite en avant. Voilà, donc, OK, on peut le faire. Alors, est-ce qu'on doit le faire parce qu'on peut le faire ? Est-ce qu'on doit mettre des limites ? Est-ce qu'on doit interdire ? Ça paraît ridicule, mettre une limite de vitesse sur une route. OK, on ne va pas interdire le développement d'une technologie simplement en tant que peut-être diffuseur, etc. Oui, est-ce que vous pouvez expliquer, Streamlight, ce que vous faites exactement ? On ne vous a pas demandé encore précisément. Alors, nous, on est une plateforme vidéo pour des entreprises. Donc, en fait, on héberge et on diffuse des vidéos pour des entreprises qui sont souvent à usage interne. Ça peut être des vidéos de formation, de recrutement, etc. Ou de communication, marketing, etc. Et on se sent une certaine responsabilité. On s'est posé la question de où est notre impact environnemental. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait développer une mesure des gaz à effet de serre, en l'occurrence liés à l'activité de nos clients. Et on dit à chaque client, voilà, vous avez généré tant de tonnes ou kilos d'équivalent de CO2.
Et derrière aussi, on le compense entre guillemets, on participe à la séquestration du carbone généré par nos clients en plantant des forêts. Il n'y a pas que les usages, hein. C'est vrai qu'on parle souvent des usages sur Internet, mais il y a aussi en amont, même les data centers, les green data centers, c'est vrai qu'on en parle peu. Vous êtes concerné par ça? Vous-même, vous travaillez avec des data centers green? Alors nous, oui, en fait, pour la diffusion, on a un data center principal qui est donc notre plateforme, qui est en Belgique et dont toute l'énergie est verte, en gros, et qui est partiellement alimentée par une centrale solaire. Ça, c'est une chose. Et derrière, après, pour diffuser, on est obligé de passer par ce qu'on appelle un CDN, Content Delivery Network, donc plein de data centers reliés entre eux et du réseau qui utilisent de l'électricité à différents endroits. Alors l'électricité en France, elle est très décarbonée, c'est du nucléaire, mais quand quelqu'un regarde une de nos vidéos au Brésil, là, il y a un impact qui est très différent. Paul Tolmer, concrètement, les entreprises, là, vous vous adressez à des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants, qu'est-ce qu'elles ont à gagner à améliorer, à être plus responsables dans leurs usages d'Internet? Mais en fait, du coup, ce que je trouve très intéressant dans la discussion qu'on a là, c'est que c'est une recherche d'impact, en fait. Hervé, vous parliez d'impact, et finalement, l'impact aujourd'hui, ceux qui vont permettre d'avoir des usages raisonnables d'Internet, ça va être ceux qui vont développer les technologies, ceux qui vont les mettre à disposition, donc les entreprises. Et ensuite, l'utilisateur, souvent, va seulement disposer de ce qu'on lui met à disposition. Et donc finalement, et pour rebondir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas tellement une question d'arsenal législatif ou de mettre en place, il y a des normes à mettre en place, et je pense qu'en France, en Europe, on est plutôt mieux équipé de ce point de vue-là qu'à d'autres endroits. C'est pour ça qu'on peut avoir des impacts plus faibles qu'on va en avoir un utilisateur à l'étranger. Mais je pense que c'est simplement le rôle des entreprises. Et en fait, l'impact que peuvent avoir les entreprises, c'est en mettant en place du coup des technologies qui sont bienveillantes, qui sont positives, je cherche le mot, mais aussi en s'adressant à leurs utilisateurs via finalement de la pédagogie, de la sensibilisation, c'est-à-dire que la personne ne peut pas être responsable de tout quand elle a un nombre de choix limité par ce qui est mis à sa disposition et par la compréhension qu'elle en a. Donc c'est pour ça que nous on travaille... Conclusion. Oui, bien sûr. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Là, on lance un produit de sensibilisation en ce moment, justement, aux attaques de hameçonnage, parce que l'utilisateur évolue dans un environnement où il faut qu'il puisse comprendre. Et c'est cette compréhension-là que l'entreprise doit chercher pour avoir un impact. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. C'est l'heure de Smart Ideas. Tout de suite, la consigne à l'honneur. Bonjour Benoît Paget, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur PDG de Greenbig. Votre business, c'est la récupération, le recyclage des bouteilles plastiques. Et vous avez une solution, c'est une machine. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, nous la présenter? Est-ce que vous pouvez nous la montrer? Alors j'aurais aimé pouvoir vous la montrer, elle est un peu trop grosse pour venir avec sous le bras. La machine s'appelle effectivement Bibot. B comme bouteille, bot comme moteur, et c'est un peu le sujet. C'était d'inventer une machine qui permette de réduire la taille des bouteilles à la source et de les trier immédiatement pour effectivement pouvoir faciliter tout le recyclage de la bouteille derrière dans une logique d'économie circulaire à 100%, c'est-à-dire que la bouteille redevienne une bouteille. Donc c'est une machine qu'on installe dans des supermarchés par exemple et dans lesquels les gens... Ça ressemble à un distributeur automatique? Ça ressemble à un distributeur automatique, ça fait à peu près 1 mètre de côté sur 1,85 m de haut. Gros avantage, c'est qu'elle est transparente en partie basse, donc les gens voient ce qui se passe avec leur bouteille et voient les paillettes, parce que c'est un joli mot, donc d'ailleurs c'est joli aussi, et les voient tomber de façon transformée et triée. Et c'est un côté très rassurant pour eux, parce qu'ils disent, ah ben là pour le coup, mon geste a été utile, ma bouteille a effectivement été triée et transformée, donc elle sera réellement effectivement recyclée. Donc elle s'adresse, cette machine, au grand public ou aux entreprises? Aux deux? Non, alors nos utilisateurs sont clairement le grand public, c'est vous et moi dans un supermarché, dans cette espèce de trajet pendulaire, j'achète mes bouteilles, je rapporte mes bouteilles, et elles sont évidemment, nos clients sont plutôt là pour le coup, soit des collectivités locales qui veulent mettre ce genre de service à disposition de leurs administrés ou de leurs citoyens, soit des enseignes de grande distribution qui mettent ça dans leur magasin pour évidemment apporter ce nouveau service à leurs clients et aussi les aider à les faire revenir dans le magasin. Mais je disais tout à l'heure, pour présenter votre arrivée, la consigne à l'honneur. Ça veut dire que le consommateur peut y gagner quelques centimes d'euros par bouteille?
Alors ouais, 1 ou 2 centimes, mais en fait c'est pas la consigne, c'est vraiment une récompense. La consigne, c'est plutôt un système de caution qui fait que vous payez votre bouteille plus cher et vous récupérez cette caution quand vous ramenez la bouteille. Ça c'est ce qui existe par exemple en Allemagne ou dans pas mal de pays du nord de l'Europe. On va appeler ça plutôt un bâton parce qu'effectivement on pénalise celui qui ne rapporte pas sa bouteille. Là on est vraiment dans une logique d'incitation pure pour dire ok, vous n'avez pas payé plus cher votre bouteille, mais si vous la rapportez, on vous donne 1 ou 2 centimes qui deviennent une sorte de réduction sur un ticket de caisse. Ça peut être aussi des points qui sont collectés sur une carte. Ça peut bien sûr être transformé en des dons qui sont donnés à des associations. L'utilisateur a même le choix de donner à telle ou telle association en finissant de recycler ses bouteilles. Tout ça sur la machine. Tout ça sur la machine. Elle est complètement interactive et elle est complètement connectée. Et tout le sujet de ça, c'est justement d'optimiser tous les flux liés à la collecte des bouteilles pour diminuer le coût. Parce qu'en fait, dans le déchet, ce qui coûte cher, c'est le volume. En fait, la tonne rapporte, parce que c'est la matière, et le volume, le mètre cube, coûte cher. Donc nous, notre sujet, c'était de diminuer le volume, le maximum, à la source, donc le plus tôt possible dans la chaîne, de trier évidemment pour derrière vendre cette tonne de plastique plus cher. Dans une logique. Le bouchon aussi? Le bouchon est trié après dans le circuit industriel. D'accord. Et notre logique était clairement, et c'était un peu notre mantra, de faire en sorte que pour les bouteilles plastiques, dans ce plastique qu'on appelle le PET, la revente de la matière paye l'intégralité du cycle amont de recyclage, y compris la machine, son entretien, etc. Et que ce soit un système qui s'autofinance, parce que nous, on croit assez violemment que pour être durable, un système doit être rentable. Parce que sinon, on dépend de subventions, C'est ce qu'on dit ici quasiment tous les jours. Donc, ces paillettes, qu'est-ce qu'elles deviennent après? Parce que vous dites ça va redevenir une bouteille, mais avec quel circuit en fait? Alors, le circuit est hyper optimisé, parce qu'en fait, si on prend l'exemple de la grande distribution, on va utiliser les camions qui livrent les magasins pour ramener la paillette, ou c'est mis dans des big bags après que ça soit sorti de la machine. C'est de gros sacs blancs qui pèsent 400 ou 500 kilos. Ces big bags sont centralisés sur une plateforme logistique que toutes les grandes enseignes de grande distribution ont. Et derrière, nous, on va effectivement prendre cette paillette, ces big bags, par semi-remorque, donc très concentrées, et on va les revendre à des gens qui fabriquent des bouteilles, tout simplement, et qui vont réincorporer ces paillettes dans des bouteilles qu'ils fabriquent pour les marques de boissons. Alors Greenpeace, vous rentrez dans un objectif qui est sociétal et gouvernemental. 16 milliards de bouteilles plastiques jetées chaque année, à peine 1 sur 2 recyclées. Et l'objectif du gouvernement, c'est 100% dès 2025. Donc c'est demain, 2025. Vous pensez qu'on peut y arriver à cet objectif? Je pense qu'on peut y arriver, même si il va falloir effectivement mettre les bouchées doubles. Et pour ça, ça veut dire effectivement mettre en place des systèmes qui soient les plus efficients possibles, qui viennent compléter ou remplacer dans certains cas la poubelle jaune. Il y a des zones qui sont très différentes. Les villes sont des vrais sujets parce que l'habitat vertical, les immeubles font que la collecte est plus compliquée. Donc on stigmatise souvent le mauvais geste du consommateur ou du citoyen, mais en fait il y a plein de fuites dans la chaîne. Et le sujet, c'est évidemment de colmater ces fuites avec des systèmes qui sont d'abord économiquement plus vertueux, ça c'est le sujet, et aussi qui permettent effectivement de garantir ces 100%. La marche est haute, il va falloir effectivement y aller assez rapidement. La consigne est un moyen d'y aller. Elle est dans une feuille de route. Elle a été à l'époque portée par Brune Poirson, qui n'est plus au gouvernement. L'économie circulaire est un sujet majeur. Ouais, il va falloir effectivement à un moment donné qu'on remette en question 2-3 choses pour y arriver, c'est certain. Merci beaucoup, merci. Benoît Paget, bon vent à Greenpeace. Voilà, fin de cette émission. On se retrouve demain, 9h, midi, 20h30. Vous connaissez les horaires maintenant. Salut, bonne journée sur Bismarck. À demain.